Chères auditrices et auditeurs, bien le bonjour. Avec Yoni, nous avons enregistré l'épisode numéro 3 de Géopocalypse, vendredi 28 février, en début d'après-midi, à l'heure de Paris. Quelques heures seulement avant la rencontre qui restera certainement dans les livres d'histoire, comme l'un des plus incroyables guet-apens diplomatiques de l'histoire, entre deux nations, en théorie du moins, alliées. Il se trouve que dans notre podcast du jour, nous évoquons abondamment la teneur de l'accord qui allait être signé entre l'Ukraine et les États-Unis. Comme vous le savez tous, cet accord n'a pas été signé. J'ai donc un moment hésité à publier cet épisode, étant peut-être une nouvelle fois un petit peu désarçonné par la vitesse supersonique à laquelle se déroulent des événements géopolitiques qui sortent complètement de la norme à laquelle nous avons été habitués depuis probablement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ce n'est pas faute de connaître un petit peu le mode de fonctionnement de Trump et de son administration. Ce n'est pas faute d'avoir été prévenu par Yoni et par de nombreux autres analystes depuis maintenant plusieurs années du danger réel et extrême de la nouvelle avenue de cette administration, etc., etc. Donc, c'est une leçon à apprendre. Il va nous falloir parler avec plus de précaution sur tout ce qui n'est pas encore acté ou signé, car dans un monde où les relations géopolitiques, même entre alliés théoriques, sont résumées à de l'intimidation, de la violence verbale, des coups bas, des mensonges, tout est possible. Malgré mon indignation, je ne vais pas plus m'épancher sur la teneur de ce guet-apens diplomatique, car cet événement a déjà été abondamment relayé par les services de presse et les analystes du monde entier. Dans notre épisode, Yoni nous explique pourquoi cet accord n'était finalement pas si important que ça pour l'Ukraine et Zelensky. Et bien que la seule ambition de Vance et de Trump était de faire apparaître Zelensky comme faible lors de cette rencontre, après seulement quelques jours de réflexion, c'est loin d'être aussi évident. Et Yoni en explique d'ailleurs très bien les raisons dans l'épisode que vous allez écouter. Tout comme son acolyte Poutine, Trump cherche en permanence à montrer qu'il est bien plus fort que ce qu'il n'est en réalité. Tout ceci n'est qu'une étape de plus dans une longue confrontation qui semble maintenant évidente entre, d'un côté, les défenseurs des démocraties imparfaites, avec leurs failles et leurs forces, et d'un autre côté, des autocrates qui ne rêvent que de pouvoir illimité et de dictature. Personnellement, j'ai choisi mon camp. Nous ne sommes pas là pour vous dire quoi penser. Nous essayons juste de donner notre avis, mais qui soit quand même sourcé et basé sur des informations les plus valides possibles à l'heure de la désinformation de masse. Une fois ces quelques précisions faites, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Je m'appelle Julien Puertas, vous écoutez Géopocalypse, géopolitique d'un monde en tension. Salut Yoni, Salut Julien, tu vas bien ? ça va, merci, ça va et toi? Ça va, ça va. Je me suis un petit peu calmé par rapport à toutes les folies qui se sont passées là depuis combien? Depuis une petite dizaine de jours qu'on a enregistré ou à peu près ça? Ouais. Au sens où il y en a toujours autant et c'est toujours autant dingue, mais j'ai pu un peu justement un peu digérer, un peu comprendre les stratégies. Je suis toujours, on va dire, en alerte, mais Hmm, bon, je relativise un peu, c'est-à-dire que ouais. je me rends compte que les USA sont pas encore complètement transformés en Russie 2.0 pour l'instant, Hmm, hmm, ouais. même si il y a quand même une certaine résistance malgré tout. Et voilà, mais c'est très inquiétant. Puis on est Hmm, là, et puis on est là pour en parler. On va commencer directement sur un premier sujet. Donc, on a récemment eu l'Ukraine et les États-Unis qui ont conclu un accord concernant l'exploitation des ressources minérales ukrainiennes. Donc, accord signé par le président américain Donald Trump et par Volodymyr Zelensky, qui vise à développer conjointement les richesses minières de l'Ukraine, notamment le pétrole, le gaz naturel et les minerais stratégiques tels que le lithium, le graphite et les terres rares. Bon. hmm. Ça, c'est un peu sur le papier. On a entendu un peu différentes choses. Est-ce que toi, tu voudrais un petit peu résumer ce que tu Ouais, penses de ce contrat et un peu les différentes idées qui te viennent en tête par rapport à tout ça? ouais, ouais. Alors l'accord, il n'a pas encore été signé.
Il va être Mhm. signé aujourd'hui parce qu'on enregistre, c'est vendredi là, Ouais. et Zelensky va arriver à Washington d'ici aujourd'hui et parler avec Trump, et c'est à ce moment-là qu'ils vont signer l'accord. Et en fait, c'est un cas assez classique de ce que Trump fait et faisait déjà pendant son premier mandat. C'est-à-dire, Trump, c'est le gars qui a envie de montrer qu'il a fait un deal et il a envie de montrer qu'il est capable de faire des deals, mais le contenu du deal, il s'en fout totalement et ça a aucun. Donc, et aussi, il y a ce côté-là, mais après, il y a aussi le côté où Trump, quand il négocie, prend un peu la tactique soviète, c'est-à-dire demander quelque chose qui est 10 fois au-dessus de ce que l'autre peut donner pour ensuite baisser l'attente. Et ensuite, donc tu demandes 1 000 euros à quelqu'un. Et ensuite, quand ta prochaine demande, c'est 20 euros, la personne va se dire OK, 20 euros, ça va parce que c'est quand même bien moins que 1 000. C'est pareil là-dessus. Donc, Trump, il a C'était ça, commencé. ouais. C'est ce que la Russie fait en Ukraine, par exemple. Ils commencent en disant nous, on va tout prendre, on va prendre l'Ukraine et on veut tout ça. Et à la fin, s'ils arrivent à avoir quelque chose, ben, ils ne méritaient pas cette chose, mais au moins ils l'ont eu grâce à ces techniques. Et c'est un peu la technique que Trump fait. C'est une technique qui marche au début quand tu lances, quand tu fais ça une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, quand les gens ils commencent à comprendre que tu utilises ces techniques, ils ne te donnent plus rien. Bah Et, ouais. Ouais, puis et c'était c'est ce qu'ils tellement font. grossier. C'était tellement C'est grossier. ça. Mais juste pour une petite anecdote, parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, Mm. où on est quand même sur un truc de dingue, c'est-à-dire qu'au début, il propose ce deal, donc le deal de départ complètement abusé, où il voulait Mm. 500 milliards, l'équivalent de 500 milliards Mm. de dollars de ressources. Évidemment, Zelensky ne signe pas l'accord, mais ensuite, c'est là où c'est le moment où Trump nous sort son truc que Zelensky est un dictateur, entre Mm. autres choses. Ouais. Et là, je crois que c'est hier ou avant-hier, en conférence de presse, il lui redemande, il y a une semaine, vous avez dit que Zelensky était un dictateur, est-ce que vous le pensez toujours? Et puis il dit, ah bon, j'ai dit ça, moi? Oh non, je m'en rappelle Ouais. plus. Non, mais je veux dire, C'est enfin, classique, c'est, c'est classique. c'est- On est dans une époque de post-vérité où on peut dire une chose et dire l'opposé la semaine d'après. Ça fait partie de la stratégie de communication. Et ouais, c'est ouais, totalement fou, tu fais bien de le souligner. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que à la base, cette idée d'accord sur ça, c'est une idée de Zelensky. Parce que ouais. Zelensky, il a pas mal de flair quand même. C'est quelqu'un qui est pas tout à fait. Il sait lire les gens et il savait que le seul moyen d'avoir Trump de son côté, c'était de lui proposer quelque chose parce que sans lui proposer quoi que ce soit, il va beaucoup défendre l'Ukraine. Et du coup, c'est Zelensky qui a eu cette idée de lui proposer des ressources naturelles ukrainiennes. Le problème, c'est que c'est un peu comme ça quand tu donnes un doigt à un voleur ou à quelqu'un comme ça, ben, il va essayer de prendre le bras. Mais après, ce que Trump ne comprend peut-être pas ou sous-estime un peu, c'est que Zelensky, c'est pas le gars le plus faible sur Terre. Bah Zelensky, non. c'est quelqu'un qui, déjà, il est ukrainien. L'Ukraine, c'est un pays où la politique est vraiment très, très rude. Et, Ouais. parce que c'est un pays où il y a quand même, surtout avant la guerre, mais encore maintenant un peu, mais pas mal de corruption, pas mal d'oligarques, pas mal d'influence, d'ingérence de tous les sens qui Ouais, leur ouais, dessus. bah oui, oui. Et puis une histoire Et difficile et des hommes difficiles. c'est ça, et Zelensky, c'est quand même. Je dis pas ça parce que je suis pas un fan de Cyril Hanouna, mais Zelensky, c'est un peu l'équivalent de Cyril Hanouna qui part en politique, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'était pas qu'un acteur ou un 28 animateur. C'était aussi. février, 28 février 2025, Yoni intègre Cyril Hanouna dans l'équation de Ouais. Non, mais Géopocalypse. beaucoup de gens parlent de Zelensky comme d'un acteur Ouais, bien sûr, ou bien d'un sûr. humoriste, mais c'est loin d'être que ça. C'est un Évidemment. producteur et c'est quelqu'un qui était puissant et qui était pas pauvre et qui savait aussi gérer des gens, etc. C'était pas Qui avait des juste bons réseaux, qui avait c'est des bons ça. réseaux, qui était Et- d'ailleurs plutôt en bon contact avec la Russie ouais, ouais. avant tout ça, avant la guerre et tout. Donc, Ouais, ouais, faut pas non c'est plus. un Ukrainien juif russophone de l'Est du pays, enfin pas tout à fait à l'Est, mais assez à l'Est. C'est un gars qui pèse. C'est un gars qui pèse, mais c'est quelqu'un qui est habitué aux conflits internes, etc. Et c'est quelqu'un qui Hmm. se laisse pas marcher dessus. J'oublie son nom, mais il y a un oligarque ukrainien qui s'appelle Igor ou Ihor, mais je sais plus le nom, qui est Ouais, moi non plus. un des gars les plus puissants en Ukraine et qui avait même une milice privée, etc. Et qui était un des gars qui a financé Zelensky pendant sa campagne. Et lui, c'était un peu un pacte avec le diable. Ce que Zelensky l'a fait, c'est qu'il s'est débarrassé de ce gars, plus ou moins après. Je connais pas les détails, mais Quand j'imagine tu que dis le gars a essayé d'un. débarrasser, tu dis pas Enfin, liquider. non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que cette personne avait en quelque sorte voulu acheter une influence sur Zelensky et Zelensky a fait en sorte qu'il ait plus du tout d'influence Ouais. et s'attaquer à partir en combat interne avec un oligarque qui a une milice privée, qui pèse vraiment, qui est vraiment très connecté, ça montre que c'est pas quelqu'un qui a peur. Et après, encore une fois, quand la Russie a envahi l'Ukraine, une grosse partie des leaders européens seraient partis en Pologne et auraient lancé un gouvernement Tout à fait. de l'étranger. Donc, on parle de quelqu'un. D'ailleurs, il y a eu des morts. Zelensky a eu des morts dans son palais présidentiel
au début de la guerre. Parce qu'il y a des agents russes et des forces spéciales russes qui sont rentrés jusqu'au palais présidentiel. Ouais. Zelensky s'est conseillé, ils avaient des AK-47 ou des AK-74 ou des, je sais pas quel modèle de AK, mais ils avaient des mitraillettes sur eux parce que tu pouvais faire confiance à personne et il y avait une possibilité que n'importe qui se retourne contre toi à tout moment au début de la Et guerre. ouais, non mais ouais. Donc c'est quelqu'un qui, c'est pas le gars, donc quelqu'un qui a survécu ça et qui a survécu le début de la guerre sous pression de tous les sens, etc. et qui a l'expérience qu'il a. Il a pas peur de Trump, et il a bien raison d'ailleurs. Non, il n'a pas peur de Trump. Il sait en jouer, mais il n'en a pas peur. Et en plus de ça, Trump aurait pu, s'il avait été malin, se rendre plus important pour l'Ukraine. Parce que si Trump, avant les négociations, avait fait un pacte, s'il avait par exemple promis 50 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine pour l'année qui vient, déjà, ça aurait été une très bonne chose parce que ça aurait permis de donner un peu de leverage à l'Ukraine avant les négociations et d'envoyer un message à Poutine que la guerre n'est pas terminée, que le seul moyen pour lui de s'en sortir bien, c'est de négocier. Mais il n'a pas fait ça. Et du coup, comme il n'a pas fait ça, il a aussi baissé l'influence américaine sur l'Ukraine parce que comme les États-Unis n'ont pas de nouveau paquet d'aide depuis des mois, tout ce qui arrive des États-Unis en Ukraine actuellement, c'est que des trucs qui ont été promis en mai dernier par Biden. Bah ouais. Quand ça a été signé en mai 2024, même s'ils ont été annoncés petit à petit après, mais c'est que les vieux paquets d'aide qui arrivent et du coup, il n'y a aucun nouveau paquet d'aide qui a été signé ou qui a été voté depuis mai 2024. Et à cause de ça, les États-Unis n'ont pas énormément de poids. Enfin, bien sûr qu'ils ont du poids, mais ils ont moins de poids que ce qu'ils pourraient avoir. Et Zelensky, qui est déjà fort, mais en plus de ça, les États-Unis qui sont assez affaiblis et qui n'ont pas forcément beaucoup de poids là-dessus, ça fait qu'il ne s'est pas attaqué à la bonne personne. Et Zelensky a plutôt bien joué le jeu parce que jusqu'au bout, il a tenté d'être respectueux envers Trump, mais c'est qu'au moment où Trump est vraiment parti trop loin qu'il lui a dit un peu de se calmer. Et même à ces moments-là, il a tenté d'être respectueux. Et il est resté on très voit respectueux que par rapport au niveau d'agression de Trump et au niveau de c'est ça. manque de respect et de folie qu'il a dit, quoi. C'est ça, et il a bien su jouer avec son ego, et du coup, là, on se retrouve avec un deal qui va être signé aujourd'hui et qui est un deal vraiment très bien. Moi, au début, quand Zelensky a eu l'idée de faire un deal, j'étais tout à fait pour parce que je me disais que c'est une bonne idée d'essayer de forcer les États-Unis à rester derrière l'Ukraine avec un intérêt financier. Ensuite, quand j'ai vu ce que Trump faisait, et que j'ai vu Trump et le pire scénario possible, des scénarios attendus avec ce qu'il disait avec le vote aux Nations Unies, etc. Ouais. Je me suis dit, là, il va pas y avoir de deal peut-être parce que c'est mal parti, mais en fait, il y a quand même eu un deal. Et ce qui est bien, c'est que c'est un deal que Trump va essayer d'utiliser pour montrer. Parce que Trump, c'est un menteur et Trump fait que de répéter qu'ils ont donné 350 milliards, alors qu'en réalité, ils ont donné bien, bien moins à l'Ukraine. Bien moins, ouais, bien sûr. Et il ment et il dit que l'Europe, tout l'argent qu'ils ont donné à l'Ukraine, ils vont le récupérer. C'est pas vrai. Ouais. On n'a D'ailleurs, pas fait des dons. ouais, d'ailleurs, moi je t'interromps, après tu continueras. Juste là-dessus, moi je trouve, je veux même pas un petit coup de chapeau ou quoi que ce soit. Ouais. Je voulais juste noter le boulot qu'a fait Macron dans sa conférence de presse avec Trump, qu'il a recadré Ouais. illico presto chez lui, dans son Mmh. canapé, en toute gentillesse, en lui disant, bah non, il a fact-checké Ouais. devant les gens, bien propre, efficace. On Ouais. a souvent critiqué Macron quand il a fait Ouais. à l'extérieur, quand il a fait des mauvaises sorties, mais là, comparé à la Mmh. situation qu'il y avait à la situation générale et tout, Ouais. c'était plutôt pas mal géré. J'ai plutôt bien aimé le D'ailleurs, fait d'envoyer ouais. Macron un peu en première ligne parce que on voit bien Mmh. que Trump l'aime bien. On sait pas trop pourquoi, Non, mais ouais, ouais. je pense qu'il le trouve sexy et que ça lui plaît. Ouais, Et, mais il a euh, fait la et- même hier, Starmer. Starmer, il a fait exactement la même chose hier en recadrant ouais, Trump de ça la même j'ai manière. pas suivi, mais Mais c'est bien, ouais, ouais, c'est ouais, bien. ouais, les deux ont fait la même chose. Mais non, l'Europe a envoyé Macron et Starmer parce que ouais, comme tu dis, il aime bien Macron. Ouais, bah, Je ça se pense voit, qu'il y ça a se le voit. côté, il y a le côté où la France c'est quand même une ancienne puissance mondiale, une ancienne Oui, puis puissance, c'est un symbole pour les Américains. C'est un symbole pour la révolution c'est américaine. ça, c'est un symbole et ça reste une puissance coloniale aussi, encore la France aujourd'hui et tout ça. Et Trump, il aime bien ça parce que c'est un impérialiste. Du coup, je pense qu'il respecte un peu la France pour ça. Et à l'époque, pendant son premier mandat, Trump était venu en France pour le 14 juillet et Macron lui avait fait un défilé devant aux Champs-Élysées avec des avions de chasse et tout ça. Et à ce qui paraît, Trump avait vraiment été séduit par ça. Et depuis, à chaque fois que Trump retourne aux États-Unis, il y a des trucs militaires et des trucs comme ça parce qu'il aime bien les défilés. Et les pays de l'Ouest, en général, ne sont pas trop axés là-dessus Ouais. parce que c'est inutile et ça prend beaucoup de préparation et ça sert à rien et ça coûte. Et alors que les pays comme la Russie et les pays communistes, les ex-pays communistes et les dictatures adorent ça. Mais c'est vrai que la France, Mais le défi du 14 juillet, c'est toujours un truc, quoi. ouais, c'est toujours un truc, même si au fond,
à côté de ce que justement font les dictatures, ça reste assez petit. Ouais. Parce que même la France sait, mais la France, ça reste comme c'est une ancienne puissance mondiale. La France, ça reste un peu une sorte d'entre-deux sur certains sujets Ouais, bien sûr. entre les pays type Russie et l'Ouest. Par exemple, nous, en Finlande, on a nos défilés, c'est vraiment, enfin, c'est quasi inexistant Ouais. parce qu'on trouve ça totalement inutile de passer du temps sur l'entraînement à faire des défilés et tout ça. Mais Bah ouais. il y a et pareil en Israël ou dans beaucoup de pays qui ont vraiment besoin de leur armée qui comprennent que les ressources sont limitées. Ils vont pas passer de temps à s'entraîner pour les défilés. Mais Trump, comme il est totalement con et il a un On QI peut le assez dire. bas, Trump, quand il voit un défilé militaire, il se dit oh là là, c'est beau. Et il se fait emmener dans un 4x4 et il se dit oh là là, je me sens comme Xi Jinping. Et du coup, il a aimé. Et Macron a bien su jouer de ça et Macron a été bon. Après, le problème, c'est que le débat interne qu'il y a parmi les gens qui sont pro-Ukraine sur ce que Macron a fait, c'est que oui, Macron, il gère bien Trump. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques sur Macron, sur beaucoup de sujets qui vont trop Surtout en loin parce que France. Surtout en en France. France, ouais, en On peut France, des fois, comprendre, hein, mais... j'ai l'impression des fois que c'est pas une question d'aimer Macron ou pas, mais Ouais, non, mais Macron, les ouais, gens ça, projettent beaucoup de choses sur c'est Macron aussi. ça. Mais après le problème avec Macron, avec l'Ukraine, c'est que la France fait très peu pour l'Ukraine. Et du coup, la France fait très peu pour l'Ukraine et en même temps, tu as les États-Unis qui sont en train de menacer d'envahir le Groenland et le Canada et de prendre Gaza et de faire un génocide à Gaza. Et C'est Panama. toujours la question, et Panama, etc. Et du coup, la question, c'est toujours, oui, la diplomatie, c'est important, mais c'est où la limite, Bien c'est sûr. quoi, combien est-ce qu'on laisse les Américains et c'était pareil quand J.D. Vance était venu à Munich. Est-ce qu'on aurait dû l'accueillir si bien et le laisser parler, lui donner autant de pouvoir alors qu'au fond, le gars vient je sais pas si je peux être familier, Bah, sois mais familier. il vient pour nous chier dessus et nous on lui donne le Bah, tapis, on lui met le il tapis vient rouge pour nous et mentir pour mentir et ouais, nous chier dessus. Donc, c'était super sympa. Et pour nous imposer surtout sa c'est logique ça, post-truth et c'est ça, en retournant la charge de la preuve, en retournant ouais, la victime, ouais, enfin ouais, bon, que ce soit sur l'Ukraine ou sur d'autres choses. ouais. Et puis Et la vraiment question c'est du sophisme. Enfin C'est bon, ça. Et bref. en fait, tant qu'on reste très diplomatique et qu'on essaye à chaque fois qu'ils essayent de nous mettre des coups de pression et de nous mentir, etc., si à chaque fois on fait le jeu de la diplomatie jusqu'au bout comme ça, je suis pas persuadé qu'on va avoir le meilleur deal à la fin parce que, en général, les bullies au cours d'école, comme ils disent en anglais, les gens comme Trump, Poutine, Xi et tout ça, qui sont des gens qui sont habitués Les à caïds de cours d'école, ouais. les caïds de cours d'école et qui ont cette technique de pousser un peu avec le bâton et de voir comment tu réagis. Hmm. Ben, si tu les apaises à chaque fois et si tu te comportes de Bah, manière il s'arrête pas. diplomatique et gentille, ils s'arrêtent pas. Et c'est pour ça, bien sûr, c'est bien que Macron a fait ça, mais en général, je suis pas persuadé que la stratégie européenne de vouloir être sympa et de pas les provoquer est la bonne. Je comprends que l'Ukraine fasse ça parce que l'Ukraine, ils ont vraiment pas trop de choix. Ouais. Et ils sont dans une situation où ils sont attaqués dans tous les sens, donc c'est pas forcément l'Ukraine, c'est encore différent, mais en fait, l'Ukraine doit réfléchir à court terme pour survivre. Mais nous, en Europe, comme on n'est pas sous bombardement, nous, on n'a pas besoin de réfléchir à court terme, et du coup, on pourrait se dire, est-ce que ça vaut le coup de souffrir à long terme et de rester sous cette dépendance et influence américaine si c'est pour avoir un deal un tout petit peu mieux à court terme en apaisant Trump, je sais pas. Mais après, Ouais. pour Ouais. revenir sur le deal des minéraux, Ouais. c'est un bon deal parce que comparé au deal de base que Trump avait proposé, c'est un deal qui dit rien en fait. C'est un deal qui touche déjà que à futurs projets nouveaux. Donc tous les trucs qui existent déjà en Ukraine, ça touche pas. Donc s'il y a une mine quelque part, l'argent de cette mine va pas aller dans ce projet-là. Et Ouais. c'est un fonds et il n'y a pas de somme explicite sur jusqu'à. En fait, pour simplifier, il n'y a pas de détails. Et du coup, c'est un deal un peu symbolique qui fait que les États-Unis et l'Ukraine vont travailler ensemble et que les États-Unis vont un peu bénéficier financièrement du fait qu'ils ont aidé l'Ukraine. Et une grosse partie de cet argent qui va aller dans le fond va aller dans la reconstruction de l'Ukraine. Et du coup, ça va permettre aux Américains probablement de reconstruire une partie de l'Ukraine avec de l'argent ukrainien, ce qui va profiter à des boîtes américaines, mais qui en même temps va quand même profiter à l'Ukraine. Donc c'est un peu un deal win-win, mais qui au fond ne dit pas grand-chose. Le point important du deal pour moi, sur ce que j'ai vu du deal, comme dit, le deal n'a pas été signé, mais sur ce qui a leaké, ce qui est sorti sur le deal, c'est le point Ouais. 12.
Et le point 12 de ce que j'ai vu, c'était que le deal interdit aux Américains de faire du business avec les minéraux des zones occupées avec les Russes. Après, la question avec un deal comme ça, c'est toujours à quel point est-ce que Trump va respecter ça? Parce que si Trump fait quelque chose qui est contre le deal, est-ce que les Ukrainiens vont facilement sortir du deal ou pas? C'est pas si évident que ça, mais Après, excuse-moi, après ça, ce qu'on peut se dire ouais, aussi, c'est que Trump, il est à quoi? Il a déjà 60, je sais pas combien d'années, 77 ans, je crois, un ouais, truc comme ça. ouais, Il est en 78, théorie lui-même au moins que là pour 4 ans, même ouais, s'il essaye de pousser pour un troisième ouais, mandat, mais c'est tellement anticonstitutionnel. Bon, bref, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est de la provoque? Est-ce que c'est un peu tout ça? Mais de toute façon, Trump, il l'a que pour 4 ans, même si les États-Unis perdent une grande partie de leur caractère démocratique et que le prochain président ou le prochain truc, c'est quelqu'un qui est totalement issu de la même nébuleuse, Musk, Peter Thiel et compagnie, ça sera pas Trump. Et ça sera d'ailleurs, et hmm, ça sera d'ailleurs probablement plus le même genre de personnage. Parce que tu peux pas en permanence. C'est un peu non, un one trick pony, comme on dit Trump, hein, quand même, au bout d'un moment. ouais. Le problème, c'est que tu peux avoir un personnage et ensuite quelqu'un de totalement différent qui arrive derrière et qui est pire, Ah oui, comme oui. on a vu avec Lénine et Staline, par exemple, et Ouais, tout bien ça. sûr. On Ce que peut, je veux dire, mais il pourrait être pire. Ça, c'est fort ouais, possible qu'il pourrait être pire. Il pourrait être pire, il pourrait être beaucoup plus intelligent, il pourrait être beaucoup plus de choses. ouais, Mais il aura peut-être pas les mêmes, on n'aura peut-être pas les mêmes doutes non, sur quel non, genre de coup bas il est capable de faire, ou etc. ouais, Parce que ouais, ouais, même un grand baron de la tech ouais. va pas être un Trump. Non, non, c'est sûr, c'est Il sûr. peut être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus machiavélique, beaucoup Hmm, plus dangereux sur un moyen terme, tout ça. hmm, Mais on peut espérer quand même que ce sera pas le même genre ouais. Après, de on est déjà en fait phénomène de sur foire, quoi. l'après-Trump à moitié. En fait, Ouais, le tout à point que j'aimerais fait. faire, c'est qu'on est déjà un peu sur l'après-Trump parce que le premier mandat, c'était vraiment Trump. Même s'il était très limité par les gens autour de lui, parce que dans son administration, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément des fous. C'était pas forcément des gens que j'adore, mais c'était des gens qui étaient quand même des républicains classiques comme John Le Parti Bolton, etc. républicain n'avait pas complètement fait sa mutation. C'est Là, ça. maintenant, Mais la mutation du Parti républicain quasiment un truc fasciste, elle est actée. Les républicains qui ont refusé ça, ils ouais, sont partis. Ils ouais, sont partis. ouais, Donc, ouais. voilà. Ou en tout cas pas partis, mais ils ont Quasiment tous, quoi. Enfin, beaucoup. ouais, ouais, ils ont plus de pouvoir. Ou sinon, ils ont changé d'avis et maintenant ils sont mis aux normes Trump. Mais Ouais. non, c'est exactement ça. Et du coup, ouais, ce mandat-là, au fond, on peut vraiment se poser la question quel est le pouvoir de Trump? Quel est le pouvoir de Musk pendant ce mandat? Et est-ce que Trump, au fond, est-ce que c'est pas un peu le porte-parole du gouvernement actuel, puisque même si au fond, bien sûr, il décide encore, mais on ne sait pas jusqu'à quel point Musk a du pouvoir. Le fait que Musk, il est aux réunions des ministres, enfin Non, ouais. l'équivalent américain, ça, c'est un signe que Il a il est énormément de vraiment, pouvoir. il a un pouvoir démesuré. Après, il y a des gens comme Stephen Miller dans le gouvernement qui, à ce qui paraît, a un pouvoir vraiment énorme, qui est je crois que c'est le chief of staff, ou non pas le chief of staff, mais il a, je sais plus son titre officiel, mais Hmm. c'est un gars d'ailleurs vraiment dangereux. C'est vraiment le gars qui a une tête de fasciste et qui est un fasciste et Ouais, qui fait ouais. vraiment peur. Mais je Mais suis il y a sûr que des, ces gars-là, ils ont déjà acté le déclin cognitif de Trump, qui est évident d'ailleurs, ouais, ouais, et qu'ils ouais, s'en servent, et qu'ils avaient une stratégie déjà au départ d'ailleurs ouais, ouais. de comment Non, le c'est faire c'est sûr. et comment exploiter ça encore pendant Ouais, presque 4 ans qui restent. ouais. C'est certain, ça se voit. On va dire, Ouais, non, c'est sûr, et c'est pour ça que, au fond, on est déjà un peu sur une phase où on voit déjà un peu l'après-Trump, ce que ça pourrait être. Ça pourrait être une ligne, et c'est pour ça que J.D. Vance, le vice-président, ça reste, même si c'est quelqu'un qui n'a pas été choisi par Trump, mais choisi par Musk. Au fond, J.D. Vance, c'est un des favoris pour la suite, un des plus probables. ouais. Et du coup, ça va très probablement être J.D. Vance, qui est clairement un monstre créé par la tech. Ouais. J.D. Vance, c'est pas un républicain classique, c'est un gars qui a été créé par Peter Thiel. Mentorisé par Pete Thiel, ouais, ouais. C'est ça. Et du coup, ça va être probablement ça la suite. Et J.D. Vance, politiquement, c'est pas si différent que ça de Donald Trump, et même sur la communication et sur le mensonge, il est quand même là. Le personnage est assez différent, c'est sûr, mais Hmm. politiquement, c'est pas une si grosse différence que ça, je pense, sur le mandat actuel. Mais après, ouais, pour revenir sur le deal, du coup, c'est un deal qui va permettre à Trump, comme à l'époque avec la Corée du Nord, et comme plein de fois dans le passé avec le Canada, avec le Mexique, avec tout le monde, ça va permettre à Trump d'aller à la télévision et d'aller devant les caméras et devant les journalistes et de montrer un papier et dire regardez, j'ai signé un deal, je suis le meilleur. Mais au fond, c'est un deal qui va pas forcément changer grand-chose pour les États-Unis ou pour l'Ukraine. Et c'est une bonne chose parce que ça force pas l'Ukraine à être dépendante et endettée vers les États-Unis pour les 10 000 générations à venir. Mais Ouais. en même temps, le désavantage, c'est que comme c'est un deal qui rapporte pas forcément grand-chose aux États-Unis, ça va
aussi pas forcément motiver les États-Unis à faire grand-chose pour aider l'Ukraine. L'avantage du deal, c'est que ça, s'il est respecté, ça va enlever la motivation américaine à laisser la Russie avancer en Ukraine, parce que si les zones où l'Ukraine perd du territoire sont prises par la Russie et les États-Unis peuvent plus toucher aux mines qu'il y a là-bas, c'est quand même désavantageux pour les États-Unis sur papier. Donc théoriquement, ça devrait donner une motivation aux États-Unis pour au moins arrêter le front là où il est, qui est plutôt bon pour l'Ukraine, mais après avec Trump, on sait jamais et on va voir comment ça se passe. Du coup, c'est une plutôt bonne nouvelle, mais qui va pas forcément changer grand-chose. Ouais. L'avantage, c'est que, en fait, sur tous les scénarios possibles, comme avec Trump, on est plutôt sur le pire scénario quasiment sur tout. Bah là, en fait, sur ce deal-là, on n'est pas sur le pire scénario, parce qu'il y a une semaine ou deux, le pire scénario visible, c'était que les États-Unis se retirent totalement et ne signent aucun deal avec l'Ukraine, et que du coup, à ce moment-là, dans le pire des scénarios, les États-Unis mettent des bâtons dans les roues de l'Ukraine pour continuer à se battre sans aider l'Ukraine et en se retirant quand même de tous les trucs. Et ça a l'air de pas forcément arriver du coup. Donc, pour une fois, on n'est pas sur le pire scénario, mais après, ça va pas forcément changer grand-chose non plus. Ouais. Si tu veux bien, avant de passer à la suite, je te propose de parler un tout petit peu de ça parce qu'on a un peu évoqué le sujet et ça peut être intéressant pendant 5 minutes. Justement, du futur de l'après-Trump. Le futur de cette présidence. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils font, au sens que il y a le front à la fois des Trump et des Steve Bannon et des mecs comme ça et des ultra catholiques et des ultra redneck et tout ce qu'on veut d'un côté qui veulent avancer leur agenda. D'un autre côté, on a l'agenda des barons de la tech, de Peter Thiel, de Musk, de tous ces gars-là. Mhm. Ces personnes sont d'accord sur certains points, mais sont aussi en désaccord profond sur beaucoup d'autres points. Comment est-ce que toi tu vois un peu tout ça et comment est-ce que tu vois Euh, leur ouais. entente? Comment est-ce que tu vois comment ça peut évoluer? La manière dont ils détruisent l'État, dont ils globalement détruisent l'État américain en démantelant en Mhm. virant des milliers de gens, en démantelant tout ce qu'ils peuvent, en tout ça. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression un peu d'un truc du style, on avance tous vers le chaos? Chacun a un peu son agenda, évidemment, à son agenda, même certains, ils ont sûrement des idées très claires sur ce qu'ils veulent, mais je suis pas sûr qu'ils savent exactement comment est-ce qu'ils vont réussir à l'appliquer. Et quelque part, est-ce que Mhm. c'est pas aussi ça qui peut être un peu effrayant? Alors, à la fois, c'est une faiblesse, je pense que ça va être leur faiblesse à un moment, mais à la fois, c'est aussi complètement effrayant parce que t'as un peu l'impression qu'on est vraiment dans un Mhm. mode destruction massive, et puis après, on verra, quoi. Mhm. Tu penses quoi de tout ça? En fait, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que si ça devait exploser, ça aurait déjà dû exploser il y a longtemps, parce que, Leur comme tu alliance, ouais. dis, les républicains chrétiens, protestants, hardcore, classiques, mais un peu fous, avec un QI un peu plus bas que à l'époque, ils sont pas censés soutenir Peter Thiel et Elon Musk, parce que leurs projets sont pas tout à fait les mêmes. En fait, Peter Thiel et Elon Musk, avec l'aide directe ou indirecte des campagnes de désinformation russes et avec l'aide de bots et de tout ça, ils ont réussi à créer plusieurs types de rhétorique Ouais. qui justifient leur ligne auprès de ces gens-là. Et comme à l'époque, d'ailleurs, ils avaient réussi à créer des rhétoriques pour justifier Trump, parce que Trump, au fond, c'est pas censé être quelqu'un qui s'entend avec les républicains conservateurs, parce que Trump, c'est l'opposé de quelqu'un de conservateur en réalité. Mais en fait, ils leur ont vendu cette idée que, moi, je suis pas du tout un spécialiste de la théologie, mais dans la Bible, il y a un personnage, je sais plus son nom, qui est quelqu'un qui est quelqu'un de mauvais, mais qui est quand même là pour faire le bon. Ouais, ouais. Et en fait, ils ont vendu un peu cette histoire-là Ouais, 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 j'ai de entendu parler de Trump. ça, ouais. Et en fait, quand on regarde Projet 2025, qui est qui Ouais. a Peter Thiel dedans comme truc, en fait, Projet 2025, pour moi, mon analyse dessus, c'est que c'est les gars de la tech qui s'allient avec des ultra conservateurs Ouais. pour vendre au peuple républicain leur projet à eux. Donc en fait, leur projet à eux, ce qui les intéresse eux, c'est la dérégulation. Eux, ce qui les intéresse, c'est la politique étrangère américaine, c'est-à-dire s'aligner avec la Chine et la Russie. Enfin, eux, ils vont pas dire qu'ils veulent s'aligner avec la Chine et la Russie. Eux, ils vont dire ils veulent s'aligner avec la Russie, mais pas forcément avec la Chine. Mais en réalité, moi, je pense qu'ils veulent s'aligner avec les deux. Ouais. Mais ils veulent s'aligner avec la Chine et la Russie, et ils veulent démanteler tous les trucs d'aide en Afrique. Ils veulent privatiser un maximum, et ils veulent faire disparaître des agences, et ils veulent baisser les impôts, Ouais. déréguler pour leurs entreprises. Et ça, c'est leur projet un peu diabolique à eux, qui va totalement dans leur sens à eux au niveau du business.
Ouais. et qui est vraiment un projet très individualiste, pas forcément très idéologue, c'est vraiment purement basé sur ce qu'ils veulent. Et puis il y Et aurait pour vendre, énormément excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Il y aurait t'inquiète pas. énormément d'idées avec des, même il y a des risques de privatiser les pompiers, des services comme ça, quoi. Ouais, Et ouais, ils sont vraiment sur ouais, sur un ouais, ils agenda veulent très même poussé, quoi. une partie de l'armée, tout ça. Eric Prince pèse beaucoup là-dedans, Ouais. qui avait Blackwater et qui maintenant, je sais plus comment elle s'appelle actuellement la boîte, mais c'est clairement, il y a ce côté-là et ça, c'est un agenda limite libertarien et traître sur le côté politique étrangère, mais libertarien et vraiment basé sur moi, je suis un milliardaire et moi et mes amis milliardaires, comment est-ce qu'on peut maximiser notre fortune et maximiser notre pouvoir Ouais. et peser un maximum. C'est vraiment ça leur but. Mais pour vendre ce côté-là à un peuple qui n'est pas milliardaire et qui est l'Américain lambda du Michigan ou de l'Ohio qui va à l'église le dimanche et qui est croyant et qui a un job normal et qui vit sa vie. Pour leur vendre ça, il y a plusieurs angles qui sont pris et il y a cet angle ultra conservateur un peu de la fin des temps et c'est pour ça que Peter Thiel pour moi il fait que de parler de la fin de l'Empire romain et la fin des temps pour Ouais. les États-Unis, la fin de l'Empire, etc. Il y a ce côté un peu Dieu l'a choisi, alors on va le faire. Ouais, un côté Et du très, coup, ouais. c'est ça. Peter Thiel, comme dit, c'est quelqu'un qui est homosexuel et qui a plusieurs partenaires. Donc c'est pas quelqu'un qui est censé être ultra conservateur sur papier. Je le connais pas, hein. Je sais pas s'il est conservateur ou pas, mais sur papier, quelqu'un qui vit comme lui. Et d'ailleurs, c'est des gens, Musk, Thiel et tout ça, c'est des gens qui se droguent. Donc c'est pas des gens qui sont censés être ultra chrétiens et conservateurs. Bah non, non. Mais je pense qu'ils ont compris que c'est un peu cette phrase que Trump aurait dit quelque part, je sais pas si c'est vrai, je pense qu'il l'a jamais dit, mais c'est un truc qui tourne depuis longtemps, c'est que Trump il aurait dit je fais pas de politique, mais si j'en ferais, je serais républicain parce que c'est plus facile de leur mentir à eux. Je sais pas s'il l'a vraiment dit ou si c'est juste une phrase, mais c'est un peu ce côté-là, c'est que Ouais, au ouais. fond, les oligarques de la tech se rendent compte que pour peser, ils ont besoin des votes, du soutien de la moitié des Américains. Ils peuvent pas avoir le soutien des libéraux, démocrates, Bah, éduqués. bah oui, Donc, oui, ils vont c'est avoir ça. le soutien des ultra-conservateurs. Et pour avoir le soutien des ultra-conservateurs, ils sont prêts à se donner une image de conservateurs anti-avortement, pro-famille, enfin tout ça. En réalité, c'est pas du tout la réalité, mais eux, ils s'en foutent parce que Mais je pense en que gros, ça, ouais, mais je pense que ça, c'est pas la réalité, mais ça doit aussi un peu matcher avec une partie de leur agenda un peu, ouais, un ouais, côté un ouais, peu, tu vois, fin du monde, ouais, 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 ça tu leur vois, permet de vendre beaucoup de trucs. tu sais, comme on dit, C'est vraiment le, l'apocalypse, ouais, c'est un renouveau aussi. c'est un Et renouveau tu et c'est vois, un, il y a un ouais, côté comme ça, je pense un peu, tu vois, bien sûr, on pourrait dire pour le côté Mars, millénariste ou plein de choses, plein de trucs comme ça, ouais, le côté Mars et le côté tout ça. Et je pense que ouais, tout ouais. ça, en plus, ça leur est complètement monté à la tête, hein. Et je pense que, Non, euh, mais ils vont finir par y croire eux-mêmes. je pense qu'ils, ouais, mais moi, je suis sûr Ouais, qu'ils y croient déjà, gros. ouais, 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 ouais. Non, mais Et en c'est, fait, je pense que ça marche bien aussi avec une partie du coup des Américains qui même si eux, ils ont rien à y gagner, s'ils étaient au courant, ils auraient rien ouais. à gagner ils vont devenir des sortes d'esclaves de l'ultra-tech, quoi, de la right-tech. Hmm, Mais d'un autre côté, il y a un discours un peu comme ça. Et puis en plus, comme on va avoir, ça va continuer, les événements climatiques extrêmes, les problèmes de dérèglement, de plein hmm, de choses, tout ce discours comme ça de fin du monde et de machin, hmm. Ça va avec. malheureusement, ça va Ouais, avec et ça va marcher. ouais, ouais, bien sûr, Et les gens bien vont avoir sûr. de plus en plus peur et ça va être un Hmm. moyen de les contrôler. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est flippant malgré tout ça. Ouais, ouais. Et parce qu'il y a d'un côté on ne sait pas où est-ce qu'ils vont, mais d'un autre côté et je pense que eux ils savent pas toutes les étapes une par une, mais d'un autre côté on voit très Non. bien où est-ce qu'ils voudraient aller et c'est pas beau quoi. Ouais, c'est pas beau et il y a ce côté entrepreneur dans leur façon de faire, voir ça aussi, c'est-à-dire ils ont une ligne principale qu'ils suivent, mais ils sont prêts à improviser et changer s'il faut, comme un PDG d'une boîte de tech a besoin de faire aussi. Et du coup, c'est pas, comme dit, c'est pas une idéologie si claire. Eux, ils utilisent les gens, et ils utilisent l'idéologie pour avancer leurs trucs à eux, mais ils mettent pas forcément ça tant en avant que ça. Et ouais, non, mais c'est pour ça que je suis inquiet parce que je pense pas que ils vont avoir beaucoup de mal à convaincre les républicains d'être derrière eux. C'est la fin de cet épisode, du moins de sa première partie. Pour des futures références, le personnage biblique qu'une partie de la droite chrétienne américaine aime beaucoup comparer à Trump, on parle de Cyrus le Perse. Donc voilà pour faire de vos recherches supplémentaires. De la même façon, l'oligarque ukrainien dont parle
Yoni en début de podcast, qui a d'abord été un soutien de Zelensky et dont ensuite Zelensky s'est plus ou moins débarrassé, on va dire. Son nom, c'est Ihor Kolomoïski. Comme ça vous donne les références sur ces personnages si vous voulez en savoir plus. Avant de vous rendre votre liberté, je voulais demander aux personnes qui, par exemple, nous écoutent depuis Spotify ou Apple Podcast, de bien vouloir nous donner 5 étoiles, de bien vouloir laisser un message sur l'application, de partager, d'en parler autour de vous, etc. Je me répète à chaque fois, mais c'est super important pour nous. Merci, tout simplement, un grand merci. C'est un peu dommage que cet épisode passe au final un tout petit peu à côté de l'actu, car il parle beaucoup d'un contrat qui n'a pas été signé, en sachant que, du moins officiellement, ni Trump, mais surtout ni Zelensky, ne ferment encore entièrement la porte à la possibilité d'un accord. C'est ce que nous verrons dans le futur. On peut être d'avis que ça va être très compliqué, mais il semblerait que les déclarations officielles ne ferment pas la porte. Bref, la suite arrive bientôt, dans quelques jours. Ensuite, nous allons aussi réenregistrer avec Yoni. Évidemment, l'actualité ne s'arrête pas. La géopolitique continue de vivre des heures pour le moins surprenantes. Essayez de faire la part des choses, de profiter de la vie malgré tout, et de ne pas oublier que le plus important, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sur cette conclusion de philosophie de comptoir, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!